Comme l'a si bien dit Albus Dumbledore, la vérité est toujours belle et terrible. C'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Parlons peu, non ce n'est pas vrai, parlons beaucoup, parlons bien, et surtout parlons de ce titre du 3e opus des Animaux Fantastiques qui a enfin été révélé au grand jour. Je dois bien avouer que voir le mot secret et Dumbledore ensemble ne m'ont pas du tout, mais du tout étonné. J'ai même l'impression que le mot secret est un synonyme du nom Dumbledore tellement ils sont indissociables. Faut avouer qu'Albus Dumbledore est aussi mystérieux qu'une énigme donnée par un sphinx. Et lorsqu'on a l'impression de détenir quelques pièces du puzzle qu'est sa vie, on se rend vite compte qu'il en manque encore énormément, et c'est frustrant. Mais vous me connaissez, je ne m'avoue pas aussi facilement vaincu, et j'ai donc décidé de décortiquer morceau par morceau les éventuelles pistes de secrets qui auraient pu être disséminées un peu partout dans la saga. Et vous savez quoi? Je me suis vite rendu compte qu'en me concentrant sur Albus, mon interprétation du titre était très probablement erronée. Et j'ai donc bifurqué vers une théorie à laquelle je n'avais absolument pas pensé jusqu'à présent. Je tiens d'ailleurs à remercier ma cousine qui a été un réel soutien dans l'élaboration de cette vidéo, et qui sans elle n'aurait probablement pas vu le jour. On dit merci qui? Merci le sang. Attention, il faut impérativement avoir vu les Animaux Fantastiques 2 pour regarder sereinement cette vidéo, histoire d'éviter tout spoil inutile et surtout pour bien comprendre ce que je vais vous raconter. Ah oui, et pour les habitués de la chaîne, cet épisode est un peu différent de ce que je fais habituellement, car cette fois-ci, je vous propose une théorie et par conséquent, ce que je vais vous raconter n'est pas une vérité absolue, mais purement hypothétique. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas cette vidéo pour argent comptant. Merci d'avance. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et de quoi grignoter, et surtout gardez l'esprit ouvert, car rien ne sert de se braquer. C'est parti pour une belle théorie sur les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Mais avant de continuer, je vous laisse lancer votre meilleur Expecto Patro-like afin de protéger cette jolie chaîne des sorciers de tous les détraqueurs qu'elle pourrait rencontrer. Et Dieu sait comme ils sont nombreux. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis sorciers. C'est important et ça m'encourage fortement à vous créer toujours plus de contenu. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Pour essayer de comprendre le titre du 3e opus des Animaux Fantastiques et d'anticiper les événements qui s'y dérouleront, commençons par revenir un film en arrière, sur la quête des origines familiales de Croyance Belbos qui, comme vous le savez, se concluront sur une information très déroutante donnée par Grindelwald. Croyance Belbos, de son nom d'adoption, serait de son vrai nom Aurelius Dumbledore. Ouais, c'est gros. Et jusqu'à présent, je trouvais même que ça sonnait comme une belle petite manipulation de notre copain Grindelwald pour attenter à la vie de son ancien amoureux Albus Dumbledore. Mais est-ce vraiment le cas? La première chose à faire pour le vérifier est d'observer les discussions et les actions qu'Albus Dumbledore et Croyance Belbos ont individuellement dans le 2e film, surtout si elles sont étroitement liées avec les Animaux Fantastiques, ou presque. Il ne faut pas oublier que c'est le nom de la saga et qu'elle a toute son importance. Et indéniablement, il y a pour commencer cette histoire de phénix. Albus Dumbledore dira à Norbert Dragono, je cite, « Eh bien, j'ai toujours ressenti une affinité avec les grands oiseaux magiques. Il y a une histoire dans ma famille selon laquelle un phénix viendra à tout Dumbledore qui en a désespérément besoin. Ils disent que mon arrière-arrière-grand-père en avait un, mais qu'il a pris la fuite quand il est mort pour ne jamais revenir. » Voilà qui est bien intéressant. Si je ne sais pas vous expliquer pour quelle sombre raison ce phénix n'est jamais revenu au sein de la famille Dumbledore, et encore moins pourquoi il n'est pas venu en aide à Ariana alors qu'elle en avait cruellement besoin, je peux par contre vous dire qu'il y a bien un sorcier qui a recueilli un tout petit phénix alors qu'il avait lui-même désespérément besoin d'aide. C'est Croyance Belbos. Coïncidence ou pas, une chose est sûre, on ne peut pas dire que trouver un phénix dans Paris soit aussi répandu que d'y trouver des pigeons. Croyance serait donc un Dumbledore? C'est envisageable. Partons du principe que Grindelwald dise la vérité et que Croyance soit bel et bien un Dumbledore, qui plus est le frère d'Albus Dumbledore. Ce qui mène forcément à penser que Perceval Dumbledore, autrement dit le père d'Albus, serait le géniteur de Croyance. Ce qui, je le conçois, est totalement incohérent au niveau des dates, parce que notre cher Perceval est incarcéré en 1891 et que son épouse, Kendra, a succombé en 1899 sous une énième crise d'Ariana. Par conséquent, Croyance ne peut pas être le fruit de l'union des époux Dumbledore. C'est impossible. La seule possibilité envisageable est que Perceval, fraîchement veuf, ait eu une aventure avec une femme. Mais le problème est le suivant. Perceval est toujours en train de pourrir au fond de sa cellule. Alors, comment? Récapitulons. Lorsqu'Ariana avait 6 ans, elle s'est fait attaquer par 3 moldus dans son jardin parce qu'il l'avait aperçu jouer avec sa magie. On ne sait pas ce que ces 3 moldus ont infligé à Ariana. Par contre,
On sait qu'elle ne s'en est jamais remise, et que s'en est suivi ce que son frère appelait des crises qui faisaient exploser sa magie en dehors de son corps. Perceval Dumbledore, fou de chagrin, a alors pris une décision non sans conséquence, celle de venger sa fille en attaquant les 3 Moldus. Suite à quoi, Perceval se retrouva à Azkaban, parce qu'il refusait catégoriquement d'expliquer aux autorités l'attaque qu'il avait perpétrée contre des Moldus. Pour la raison évidente que Perceval avait bien trop peur qu'on enferme sa fille instable à Sainte-Mangouste, car celle-ci était une menace pour le Code international du secret magique. Un peu comme Croyance au final. Perceval s'est donc fait passer pour fou dangereux et s'est fait incarcérer dans la prison des sorciers, prison dans laquelle il rendit son dernier souffle quelques années plus tard. Fin de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que la notion temporelle de « quelques années » est assez vaste, car cela peut représenter 2, 3, 4, voire 5 ans, comme 10 ou 15. Cela dépend entièrement de votre perception des choses. Et puis on ne va pas se mentir, cela dépend surtout de la Warner, car on connaît pertinemment leur petit penchant pour les anachronismes dans la saga. Mais vous savez quoi? Ça laisse place à une sacrée histoire. Peut-être celle d'un Perceval Dumbledore s'échappant de prison et par on ne sait quel détournement magique et scénaristique se retrouvant dans les bras d'une inconnue, faisant place au petit Aurelius, fruit de leur union. Bien évidemment, cette petite escapade sera de courte durée, car on sait pertinemment que Perceval finira par mourir en prison. Peut-être de chagrin, qui sait. Il est donc inévitable qu'il se fasse recapturer par la suite. Ok, nous savons donc qui est potentiellement le père. Maintenant, qui est donc la mère de Croyance? Pour essayer de le deviner, passons d'Albus à Croyance et regardons un peu ses interactions, et plus précisément sur l'étroite relation qu'entretient Croyance avec sa chère Malédictus. Soyons clairs, si Nagini a sa place dans ce deuxième opus, ce n'est pas juste pour servir de sapin de Noël. Elle n'est pas là que pour l'esthétisme, mais bien pour nous faire remarquer quelque chose de bien plus profond que ça. Et autant vous dire qu'il y a très clairement Nagini sous roche. Je m'explique. Durant ce deuxième opus, on peut remarquer que Nagini n'interagit jamais, ou presque, avec d'autres sorcières et sorciers que Croyance. Je suis d'accord, c'est assez logique de penser de prime abord que Nagini agit de cette manière car elle est sur ses gardes. Après tout, vivre en captivité et se faire passer pour un monstre de foire, ça ne réussit à personne. Et ça peut même créer de l'anxiété sociale, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Cependant, si vous observez très attentivement son comportement verbal et non verbal, vous remarquerez que les comportements de Nagini vous sont bien plus familiers qu'ils ne peuvent paraître. Et cela vous a peut-être d'ailleurs inconsciemment mis mal à l'aise, tout comme moi. Car ces drôles de comportements, Nagini les aura également des années plus tard sous la coupe de Voldemort. Notamment pour piéger Harry dans la maison de Madame Tour-de-Sac sans se faire débusquer par Hermione. Vous voyez où je veux en venir ? Et si la malédiction de sang de Nagini était déjà à un stade bien plus avancé que nous le pensions, tellement avancé qu'elle ne peut désormais plus s'exprimer dans une quelconque langue humaine comme l'anglais ou le français, l'obligeant uniquement à pratiquer le fourche-langue. Il est naturel de se demander comment personne n'a fait pour soulever le fait qu'elle parlait fourche-langue. Eh bien, c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, elle ne parle jamais en public. Elle est muette comme une carpe, ou plutôt comme un serpent. L'unique scène où on entend parler Nagini de vive voix, c'est quand elle s'adresse à la demi-elfe Irma Dugart, l'ancienne gouvernante de la famille Lestrange, qui, à vrai dire, ne prend même pas la peine de lui répondre. Et vous savez pourquoi Irma ne répond pas? Probablement parce qu'elle n'entend que des sifflements. Croyance serait donc un fourche-langue. Et s'il est fourche-langue, il est plus que probable qu'il soit un héritier de Serpentard. Et qui est donc la dernière lignée connue des Serpentards? Dans le mille et mille, la famille Gaunt. Et par conséquent, 2 choix s'offrent à nous, car à notre connaissance, il n'y a que 2 femmes chez les Gaunt. Mérop Gaunt, alias la maman de Voldemort, et la mère de Mérop, alias la grand-mère maternelle de Lord Voldemort. Et au final, le choix se fait très vite entre les deux, puisque la petite Mérop ne viendra au monde que quelques années plus tard après Croyance, en 1907. Il ne reste donc qu'une seule sorcière, Madame Gaunt. Je tiens à vous rappeler que cette dame est très probablement une Gaunt elle-même, et qu'elle n'a pas pris le nom de son mari, puisque la famille Gaunt est réputée pour sa consanguinité depuis des générations. Ce qui explique beaucoup de choses si vous voyez ce que je veux dire. Et vous savez ce qui m'interpelle tout particulièrement dans cette histoire? C'est que dans les livres, nous n'avons aucune, mais vraiment aucune information sur la mère de Mérop. Madame Gaunt est complètement inexistante de l'histoire. On ne parle d'elle à aucun moment. Et on ne connaît même pas son prénom. Énigmatique, n'est-ce pas? Mais qui est cette dame? Est-elle morte? S'est-elle enfouie? Les pistes sont vraiment très nombreuses et il est difficile de ne pas s'y perdre. Une chose est sûre, si le certificat de naissance de Croyance est correct, il serait le grand frère de Mérop, autrement dit l'oncle de Voldemort. Ça va? Vous me suivez toujours?
Maintenant, la question à 2000 gaillons est la suivante. Quel serait le scénario? Une des multiples possibilités serait que Perceval Dumbledore, incarcéré à Azkaban, s'est enfoui pour retrouver ses enfants après avoir pris connaissance de la mort de son épouse Kendra. On sait que Perceval est prêt à tout pour sa famille et qu'il n'a pas peur de mettre sa vie en danger. Il va donc s'échapper. Mais c'est là que ça se complique. Parce que Perceval n'atteindra pas le foyer des Dumbledore. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne sais même pas s'il sait que sa famille a déménagé à Godric Hollow, et sera alors contraint de se cacher pour éviter d'être arrêté à nouveau et finira donc sa course chez les Gaunt. Parce que très probablement, entre son pur persécutant des Moldus, enfin c'est ce que pense Elvis Gaunt, on s'entraide. Évidemment, dans cette histoire, vous l'aurez compris, Madame Gaunt tombera sous le charme de son nouveau pensionnaire, Monsieur Perceval Dumbledore. Rien d'étonnant là-dedans. Cet homme est tout l'opposé de son mari. Il est bel homme, intelligent et très probablement chevaleresque, si nous supposons qu'il était un ancien Gryffondor. Par contre, était-ce un amour réciproque? Rien n'est moins sûr. Après tout, ce sont des héritiers de Serpentard, et chez les Gaunt, autant dire que le consentement ne fait pas partie des mœurs appliquées. Il suffit d'observer les actes du père Elvis Gaunt, ceux du fils ou encore ceux de sa fille Merope pour comprendre le genre de dynamique instable qui existe dans cette famille. Et autant dire que cette histoire va virer au drame familial, car Elvis Gaunt ne va pas rester sagement passif comme le sorcier des bois qu'il est et laisser sa femme porter le bébé d'un autre. Il y a fort à parier que pour se venger, il dénoncera aux autorités la cachette de Perceval Dumbledore, et qu'une fois le nouveau-né arrivé, il tentera de le tuer. Sa femme lui suppliera alors de lui laisser la vie sauve, ou alors elle trouvera par elle-même le moyen d'emmener notre cher Aurelius Dumbledore très loin de la maison des Gaunt. Bien évidemment, Madame Gaunt ne pourra pas accompagner son bébé, d'une part parce qu'elle est une paria de la société, et d'autre part parce qu'elle est totalement sous l'emprise de son mari violent. Prisonnière à jamais de son foyer. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle donnera naissance quelques années plus tard à sa fille Merope. Incroyable, non? Croyance serait un Dumbledore héritier de Serpentard, un fourche-langue possédant un phénix, ce qui expliquerait cette puissance magique incroyable qu'il détient, et expliquerait également sa tourmente perpétuelle, cette dualité en son être qui se bat sans relâche. Et c'est là toute la complexité du personnage, attiré malgré lui par deux polarités complètement opposées. Pour conclure, je tiens à vous dire qu'il est fort probable qu'Albus Dumbledore ait eu vent de cette histoire, et qu'il finira même par le raconter à Grindelwald. Après tout, on sait à quel point ils étaient proches. Ce qui expliquerait pourquoi Grindelwald détient une information aussi importante que celle des secrets de la famille Dumbledore. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Ce n'est bien sûr qu'une théorie parmi tant d'autres, mais c'est celle que j'ai élaborée et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous ferai très prochainement une vidéo sur la famille Dumbledore, parce que j'ai comme toujours beaucoup trop de choses à dire sur le sujet. Et avant que vous ne transplaniez, je vous invite cordialement à vous rendre sur mon commentaire épinglé et faire le choix entre l'obscurité et la chaleur. Cela aura une incidence sur ma prochaine vidéo. Je vous laisse deviner les sujets. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.